Pop Média. Ouvrons nos oreilles. LGBT+ au travail, les voix de l'inclusion. Une série de podcasts proposés par l'Autre Cercle, l'acteur français de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le milieu professionnel. Réalisé par Pop Média. Les personnes LGBT+, ce sont les gays, les lesbiennes, les transgenres, les bisexuels, les queers, etc. Aujourd'hui encore, une personne LGBT+ sur 2 ne souhaite pas être visible dans son entreprise. Le plus souvent par crainte d'être discriminée, voire agressée, du fait de sa vie affective. Une situation source d'inégalité au travail et de renoncement aux droits du ou de la salariée LGBT+. Même si le climat au travail autour des sujets liés à la vie affective ou l'identité de genre tente à s'améliorer, il reste encore beaucoup à faire. Dès lors, comment créer un environnement de travail où tous les employés se sentent en sécurité, respectés et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes? Éléments de réponse et prise de repère à travers les témoignages de salariés LGBT+, et celles et ceux qui œuvrent pour une égalité réelle des droits dans le monde du travail. Épisode 1, parentalité LGBT+, et vie professionnelle. La parentalité est un projet de vie majeur, et pour les salariés LGBT+, elle pose des questions spécifiques. Comment ce projet impacte leur vie professionnelle avant l'arrivée de l'enfant? Comment s'y préparer? En parler ou pas? Comment vivre sans réserve et sans contrainte sa parentalité au travail? Comment, au sein de l'entreprise, créer les conditions d'un climat de confiance permettant aux salariés d'avoir pleinement accès à leurs droits de parents? Quelles implications de l'employeur et quels outils peuvent être mis en place au sein de l'entreprise? Au menu de cet épisode, des témoignages de familles LGBT+, ainsi que des représentants d'entreprises ayant accueilli et intégré ces nouvelles formes de parentalité dans leur pratique de management. Merci de nous rejoindre pour cette discussion essentielle sur la parentalité LGBT+, et la vie professionnelle. Moi, je m'appelle Christophe, j'ai 56 ans, papa de 2 enfants avec mon compagnon. Voilà, je suis consultant en entreprise. En 2010, j'ai voulu concrétiser un projet de parentalité et donc j'ai pris un petit peu l'initiative d'enclencher une procédure d'adoption puisque je venais de passer, j'avais un peu plus de 40 ans et je me disais que c'était vraiment le moment et que je voulais pas non plus être un papa trop âgé. Mathilde, j'ai 42 ans et je suis mariée avec Marie depuis bientôt 10 ans puisqu'on va bientôt fêter nos 10 ans de mariage. Marie, donc l'épouse de Mathilde, 63 ans. J'exerce depuis 2018 en tant qu'orthophoniste et auparavant je travaillais dans la presse à Paris. Nous sommes mamans de 3 enfants. Yaël, Noam et Isao. Sébastien, 45 ans, depuis peu. Alors, mon activité professionnelle, je suis chargé d'affaires dans une entreprise qui vend des produits chimiques pour l'industrie en général. Et donc, j'ai rencontré Alexandre sur la région parisienne et nous sommes ensemble depuis un peu plus de 20 ans. Moi, je suis Alexandre. Dans la vie, je suis ingénieur informaticien, donc je fais de la programmation pour le milieu de l'industrie. Delphine Boussion, je suis leader RH au sein du groupe OnePoint côté Atlantique, donc Nantes, responsable RH. Depuis 2022, je suis rôle modèle allié. C'est un intitulé donné par l'Autre Cercle pour les personnes qui s'investissent sur la cause LGBT en milieu professionnel. Alors OnePoint, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des organisations et publiques et privées. Bonjour, donc je m'appelle Marie Charon, je suis assistante de service social du travail à Orange. Le service social du travail à Orange est rattaché à la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, on s'est rencontrés, ça devait être en 2003, je crois l'année exacte, j'ai plus tout à fait en tête, donc ça fait déjà une paye. On s'est pacsé, de mémoire, ça devait être aux alentours de 2008. En 2010 est né de notre union un petit garçon qui est né par GPA.
Et en 2013, l'année du mariage pour tous, on s'est mariés. Je suis formateur dans un organisme de protection sociale, donc je travaille dans le secteur de la protection sociale. Remettons dans le contexte, à l'époque, en 2010, le mariage pour tous n'existait pas. Les couples de même sexe pouvaient se paxer, mais les couples paxés ne pouvaient pas adopter. Donc j'ai fait cette démarche seul, en tant que célibataire, entre guillemets, pour pouvoir adopter un enfant à l'international. Alors, nous, on s'est rencontrés avec Marie en fin 2011, et finalement, assez rapidement, on a commencé à avoir un projet d'enfant. Moi, j'avais pris l'habitude de taire les choses, pour avoir eu quelques soucis préalables. Dans l'éducation nationale, de groupes de parents qui se mettent à la porte pour dénoncer l'homosexualité, ce qui n'est pas banal. Heureusement que le rectorat soutient. Dans mes postes de direction générale aussi, ou direction marketing, développement, dans les groupes, c'était aussi quelque chose de très tabou. Vaut mieux pas en parler. Donc voilà, peu accepté. Donc c'est vrai que les choses évoluent, heureusement. Donc je trouve que, moi j'avais pris le parti de ne pas en parler. Et je pense que c'était mieux, vu les réactions des uns des autres. Alors pour notre projet de GPA, j'en ai pas parlé plus que ça. J'ai pas été voir les RH pour demander des informations ou des conseils. J'avais pas assez confiance en moi déjà pour dire que j'étais homosexuel, donc encore moins pour dire que j'attendais un enfant par GPA. Là, ça devenait vraiment... trop compliqué, trop abstrait. Donc j'ai annoncé à mon employeur un beau jour que ma femme, entre guillemets, allait accoucher, que ça allait se passer en Inde et que du coup j'allais devoir m'absenter pendant quelques mois pour la venue de mon enfant. J'en ai parlé de manière mesurée et prudente parce que rien n'était jamais certain à l'avance. Le fait de faire une démarche d'adoption, c'était incertain puisque j'étais pas sûr d'avoir le Graal, l'agrément à l'adoption. En allant à l'étranger, j'avais aucune certitude de rencontrer un enfant non plus, donc c'était extrêmement... Il y avait toujours beaucoup d'incertitudes. Mais au fur et à mesure, j'ai dévoilé quand même notre projet, et ça s'est fait de manière très naturelle, en expliquant mes espoirs, en expliquant mes craintes, et j'ai toujours eu... une attention bienveillante de mes collègues et de ma hiérarchie parce que j'ai toujours été très transparent sur ma vie. Mon compagnon était connu de tout le monde. Lors des moments conviviaux qui pouvaient être organisés, on a toujours été deux. Donc voilà, ma situation de couple était connue. Mon envie, notre envie de parentalité s'est dévoilé au fur et à mesure et s'est conforté aussi et s'est structuré au fur et à mesure parce que tout était extrêmement flou au départ. Et au fur et à mesure, on a dit les choses. Et lorsque j'ai été apparenté à notre future fille, j'ai expliqué que j'allais aller dans ce pays rencontrer notre fille. Et moi, j'ai toujours considéré que la visibilité c'était essentiel, qu'il fallait pas se cacher de ce qu'on était, et que donc il y avait et le plus on est au clair sur soi-même et le plus on est soi-même, plus on est accepté. Je me souviens de direction commerciale d'un gars qui était homo, très joli garçon, toujours très bien habillé, et qui était pointé du doigt, mais c'était très moche en fait. Effectivement, la façon dont on pouvait le railler par derrière. Voilà, on choisit du coup de se taire plutôt que de savoir qu'on va subir les mêmes railleries par derrière. Alors en fait, moi, il s'avère que lorsque je travaillais dans la presse, c'est justement dans ce contexte-là que j'ai rencontré Marie. Comme on s'est rencontrés dans le contexte professionnel, on a absolument tué notre histoire d'amour naissante. Et donc, j'ai pas eu à vivre, entre guillemets, dans l'entreprise, ce projet qui est venu assez rapidement de conception d'une famille dans un cadre homoparental. Par contre, je l'ai vécu lorsque j'étais en reconversion, donc retournée sur les bancs de la fac. Et là, clairement, c'est quelque chose que je taisais. En fait, sur les bancs de la fac, autant auprès d'amis que je pouvais avoir autour de moi, je parlais ouvertement de mon couple avec Marie et de notre parentalité. On en a parlé seulement quand notre premier enfant est arrivé. On n'avait pas parlé de notre projet auparavant.
Mais par contre, au niveau de toute l'administration et du corps enseignant de la faculté, c'était pas du tout une question que j'abordais. Je n'ai d'ailleurs pas envoyé les faire-part de naissance des enfants au corps professoral. J'avais des bons rapports avec certains professeurs, j'aurais pu le faire, quoi. Je veux dire, on est quand même dans de l'humain, on y passe 5 ans en plus en orthophonie. Et je l'ai pas fait pour cette raison. J'ai vraiment caché notre famille. Alors, notre projet avec mon employeur, on n'en a pas vraiment parlé non plus, parce qu'à l'époque, j'avais pas dit ouvertement que j'étais avec un homme, que nous avions un projet de parentalité. Donc certains de mes collègues étaient au courant, ma hiérarchie directe également, parce que je travaillais dans un très grand groupe à l'époque, mais c'est vrai que j'avais eu déjà une expérience par rapport à notre PACS où j'avais demandé un congé, le congé comme pour un mariage, en fin de compte, et on nous avait rien donné, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, le PACS n'était pas reconnu, même si on était couple homosexuel, ils considéraient que c'était pas un événement particulier pour nous. Par conséquent, j'avais un petit peu, j'en ai pas parlé. Voilà, je n'ai pas parlé du tout du projet, et on l'a mené de front comme ça, sans en parler à nos employeurs. Alors moi je travaillais à cette époque-là dans une petite boîte, il y avait une quinzaine d'employés, donc de toute façon les bénéfices, les avantages sociaux étaient réduits au strict minimum de ce qui est prévu par la loi, donc j'avais droit à ce qui était proposé dans le cadre de ce que la loi exige, voilà. Donc ni plus ni moins. Mais par contre ce qui m'a embêté vraiment, c'est de pas avoir la possibilité de pouvoir m'adresser directement au RH ou à un responsable pour en parler ouvertement, avoir des conseils sur quels étaient mes droits, les démarches possibles, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on a fait nos recherches par Internet pour avoir les infos. Ça a été un petit peu compliqué des fois de trouver les bonnes informations au bon moment. Donc après coup, je me dis c'est dommage de ne pas avoir pu avoir quelqu'un avec qui en parler ouvertement et d'avoir les bonnes infos. Je travaille dans une structure où on travaille sur la partie sociale, la protection sociale, la notion de famille de manière générale. Donc la parentalité, c'est un peu au cœur aussi de nos activités. Et finalement, le fait que je sois parent, c'était surtout ça qui comptait pour les autres. C'est pas que je sois homo-parent, c'est que je sois parent. En l'occurrence, je suis gay, j'habite je suis en couple, mais je devenais parent, donc c'était un peu un non-sujet finalement, puisque il y avait une acceptation, je crois, bienveillante, et il y a jamais eu d'ambiguïté dans mon environnement professionnel, sachant que, alors il faut savoir aussi que dans mon milieu, il y a beaucoup de femmes aussi, il y a à peu près 3/4 de femmes qui font de l'effectif. Je crois que ça a une importance, parce que travailler dans d'autres secteurs avec peut-être d'autres collègues, ça aurait été peut-être plus compliqué, sans doute. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est des préjugés, tout ça. Mais en tout cas, là, j'avais une écoute bienveillante et un chef qui était tout à fait à l'écoute de mes questionnements, de mes besoins. Quand j'ai demandé, par exemple, il fallait demander une attestation. Alors, il y avait des attestations de mes parents, il fallait écrire des choses pour pouvoir faire un dossier pour l'adoption. À l'époque, c'était ça, en 2010-2011. Et j'ai demandé à mon manager d'avoir un papier disant que j'étais un collaborateur qui est digne de confiance. Et c'était demandé pour la procédure d'adoption. Il m'a fait ça sans problème. Enfin, c'était une évidence pour lui. Donc voilà, j'ai collecté des témoignages pour montrer que j'étais tout à fait sain d'esprit et que tout allait bien pour adopter un enfant. L'idée, c'est pas de se dire on se met en avant. On doit dire si on est hétéro ou homo. Clairement, est-ce qu'on demande à quelqu'un s'il est hétéro ? Non. Donc la question ne doit pas se poser dans l'autre sens. Maintenant, la question, elle est plus de l'invisibilité. La question, on voit bien qu'aujourd'hui, l'invisibilité fait que nos collègues LGBT, alors chez OnePoint, mais de manière générale, ne se mettent pas en avant et donc peuvent perdre leurs droits.
Si on doit prendre un cas peut-être classique d'une femme, on voit qu'un tiers juste des femmes LGBT aujourd'hui bénéficient de leur congé maternité, bénéficient de la mutuelle ou apposent le nom de leur conjointe sur la mutuelle. Ça peut être aussi des congés spécifiques dus à la famille, puisqu'elle n'a pas dit quelle situation elle était. Elle ne peut pas bénéficier des congés sur les situations positives comme plus tristes. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les personnes LGBT perdent leurs droits. Et normalement, tout salarié au sein d'une entreprise doit pouvoir avoir les mêmes droits. Hommes, femmes, trans, LGBT, que sais-je. Voilà, quelle que soit sa situation. Et nous, en tant qu'entreprise, il est important de pouvoir traiter ces questions-là de manière équitable. Alors, les conséquences de l'invisibilité, ça peut, d'une personne homosexuelle, peuvent être un mal-être, un sentiment d'isolement, un sentiment d'incompréhension aussi, d'inexistence, de ne pas pouvoir être soi-même dans son entreprise. Donc quelque chose qui est assez lourd à porter pour être bien comme on devrait l'être tous. Concernant les droits, sauf si les entreprises ont mis en place des dispositifs spécifiques, les personnes LGBT+, disposent des mêmes droits sans avoir à parler de leur orientation sexuelle. On n'a pas besoin de spécifier son orientation pour être accompagné. Et à Orange, on accueille tous les salariés. Le service social du travail accompagne tous les salariés. Et les salariés nous disent ce qu'ils veulent nous dire. Ils livrent vraiment ce qu'ils ont envie. Et nous, on les accompagne dans leurs besoins avec ce qu'ils nous livrent, en essayant d'instaurer un climat de confiance. Est-ce que l'orientation sexuelle regarde l'entreprise ? La réponse est assez simple. Normalement, c'est non. C'est de l'ordre de l'intime. Chacun fait ce qu'il veut. Sauf qu'en réalité, on voit bien que la question, elle est plus profonde que ça. Aujourd'hui, on a une leader égalité-pluralité en la personne de Loubna Meliane, qui est assez connue pour son investissement sur le combat des femmes et de l'inclusion plus largement. Et donc, la question s'est dit, très bien, c'est pas si simple que ça. Comment on fait ? Donc, il y a un groupe de travail, nous, qui s'est posé au sein du groupe OnePoint, un groupe de travail LGBT+. Ce groupe de travail a justement pour responsabilité ou objectif de faire en sorte que la population LGBT au sein de l'entreprise se sente en effet aussi à l'aise que de tout à chacun. Quelques exemples d'actions menées par le groupe Orange. Donc en 2022, par exemple, Orange Direction Diversité participe au baromètre LGBT de l'autre cercle. Le 17 mai, il y a lieu la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Donc il y a des actions dans les sites d'Orange qui sont menées par divers acteurs de l'entreprise. Cette journée s'inscrit dans une démarche d'inclusion engagée par le groupe Orange depuis plusieurs années. C'est un moyen de réaffirmer l'engagement du groupe et sa volonté de sensibiliser chacun et chacune aux discriminations qui peuvent toucher toutes les personnes LGBT+ au quotidien dans leur travail. Il y a aussi la création de la cellule Allodiscrime pour signaler tout comportement discriminant sur le lieu de travail. Et le service social de travail, notamment, peut accompagner les salariés qui rencontrent des faits discriminants sur le lieu de travail. On peut les accompagner à faire des démarches pour justement faire part de leur situation, les accompagner et les aider. En fait, c'est une plateforme où il y a des référents. On peut les solliciter par mail, par appel. Et après, il y a une cellule qui va expertiser les faits pour savoir si, justement, il y a des actions à mener dans l'entreprise pour des faits discriminants ou pas. Moi, je me souviens très bien que lorsque nous sommes mariés, j'avais donc du coup caché le mariage, mais pour avoir les avantages du Code du travail, donc forcément, on m'a demandé les documents et j'ai eu plaisir à les donner. Les avantages, ce sont des congés pour mariage. Donc là, j'ai eu un grand plaisir de voir la tête, effectivement, que ce soit des ressources humaines ou de la direction, et d'un seul coup, ils découvraient les choses. Pour autant, derrière, j'ai eu un silence. Donc, aucun retour. Naissance de Yael, donc très heureuse, je l'ai cachée. Et au moment où, effectivement, là, j'ai eu un plaisir, malin plaisir, disons-le, un peu la vengeance, à donner le faire-part. Et là, c'est aussi silence. Personne n'a dit félicitations. Au contraire, j'ai même eu un collègue qui a eu le culot de me dire « Mais est-ce que tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cet enfant ?»
Alors moi, à l'inverse d'Alexandre, quand Silian, notre fils est né, je suis allé auprès des RH et du conseil et du comité d'entreprise pour leur demander effectivement ce à quoi je pouvais avoir droit. Donc il a été possible de mettre Silian sur la mutuelle, sur notre mutuelle, sur la prévoyance, et le comité d'établissement, le CE, a accepté après discussion entre les membres du conseil d'établissement d'accorder les mêmes droits à Silian qu'à n'importe quel enfant. Mais c'est vrai qu'il a toujours fallu expliquer, prendre le temps d'expliquer à toutes les personnes que l'on rencontrait les différentes, notre situation, et que dans tous les cas on n'essayait pas de dire tiens, Silian est né par mère porteuse. Non, c'est notre enfant, c'est notre fils. Donc c'est vrai que on a toujours été obligé par contre d'expliquer plus ou moins quand même la situation, sans rentrer dans les détails. Et par contre, tout ce qui est congé de parentalité, à l'époque c'était paternité, je n'y ai pas eu le droit. Parce que ma société ne reconnaissait pas les couples entre guillemets homosexuels et les enfants qui pouvaient en découler. C'est compliqué de nommer spécifiquement toutes les craintes qu'on peut avoir à parler de son homosexualité au travail. C'est effectivement le regard des autres, potentiellement des insultes qui vont arriver, des refus de travailler avec tel ou tel collègue, peut-être des freins sur la carrière, des opportunités qui vont se présenter et sur lesquelles on va pas être choisi. Mais il y a tout un tas de craintes qui, au fait, qu'on va peut-être pas avoir la même carrière que les autres parce qu'on a ouvertement dit qu'on était homosexuel. Et à ce moment-là, j'étais encore un petit peu jeune dans ma tête, entre guillemets. J'avais envie de protéger une future carrière, de avoir des projets grandioses, de faire des réalisations extraordinaires, et du coup j'étais un petit peu craintif de ce côté-là. Alors dans mon parcours, en fait, avec l'employeur que j'avais au moment de la naissance de Silian, j'ai toujours continué à cacher ma situation. Entre-temps, j'ai eu un autre employeur plus tard avec qui j'ai été un petit peu plus transparent, en tout cas avec le patron qui m'avait embauché, pour lui expliquer ma situation familiale. Avec les collègues de cette nouvelle boîte, il y en a quelques-uns avec qui j'ai clairement dit effectivement que j'étais en couple avec un autre homme, qu'on avait un enfant, etc. Et comme les retours étaient plutôt positifs, j'ai pas eu de discrimination d'aucune forme. J'ai commencé un petit peu plus ou moins à le dire à tout le monde. On est là pour se dire comment on fait que les collaborateurs vont donner le meilleur de soi pour une entreprise. Et si pour donner le meilleur de soi, il faut qu'ils se sentent à l'aise et connaissent leurs droits, on est là pour ça. Alors je ne dis pas qu'on est parfait, mais en tout cas on travaille. On a travaillé sur un guide de sensibilisation LGBT. En ce moment, on est en train de travailler sur un guide de la parentalité. Alors bien sûr, la parentalité 360. Encore, nous, notre but aujourd'hui, c'est de gérer les collaborateurs de la même façon. Maintenant, être RH au sein de OnePoint, c'est s'adapter à toute situation. Donc, il faut qu'on puisse s'assurer que les collaborateurs, eux aussi, connaissent leurs droits et que nous, on puisse les conseiller, quelle que soit leur situation. Un salarié, s'il n'a pas confiance en son entreprise, qu'est-ce qu'il peut perdre ? Il peut perdre l'accès justement à un dispositif d'écoute et d'accueil, par exemple, du service social du travail. Il peut perdre des jours d'absence exceptionnels autorisés pour la garde d'enfants, par exemple. Pour des parents qui sont aidants aussi d'un enfant. Il y a des droits spécifiques que l'entreprise met en place et le salarié a besoin d'avoir ces informations. Et nous, on est aussi porteurs de ces informations d'accès aux droits. On sent qu'un salarié qui ne se sent pas bien dans son entreprise va moins développer peut-être de compétences, va moins avoir envie d'aller au travail, va peut-être développer de l'absentéisme, un mal-être, des risques psychosociaux aussi. Donc c'est important que le salarié se sente en confiance dans son entreprise, se sente bien pour pouvoir justement y faire son travail, mais se sentir bien dans son travail. Et là, on parle de santé au travail. Le groupe LGBT, en tout cas au sein de l'entreprise OnePoint, s'est rapproché de l'équipe RH. On a eu un questionnaire en interne pour savoir si ces questions étaient des questions qui remontaient régulièrement
Est-ce qu'on avait des questions LGBT de plus en plus? Est-ce que de plus en plus, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est des questions qui viennent de temps en temps. Et c'est important de savoir si la question, si nos collègues sont à l'aise. Après, encore une fois, nous, on est accompagnés par l'autre cercle qui, quand on n'est pas à l'aise, est là pour nous épauler. Alors, est-ce qu'on est à l'aise? Peut-être pas toujours, mais en tout cas, est-ce qu'on a nos connaissances? Et c'est là où, par exemple, notre groupe de travail essaye de faire des guides, des kits pour telle et telle situation. Là, on parle de parentalité, mais de transidentité, on a des parcours, comment on peut faire, on peut accompagner. Mais je pense que la qualité première, c'est l'écoute. En 2008, l'association Mobilise-nous a été créée à Orange et Orange y apporte un grand soutien. C'est une association apolitique, asyndicale, qui est ouverte à tous, qui travaille au développement d'un environnement du travail ouvert, respectueux et inclusif pour toutes les personnes LGBT+. On accompagne les salariés, tous les salariés, on favorise l'accès aux droits de tous les salariés. Chaque accompagnement est bien sûr individualisé et nous sommes soumis au secret professionnel. Ça, c'est très important, parce que le secret professionnel va garantir aussi un gage de confiance avec les salariés qu'on accompagne. Le service social du travail s'engage fortement dans la communication et la sensibilisation sur plusieurs thématiques, donc notamment la parentalité qui fait partie de nos missions d'accompagnement. Le service social du travail a créé en 2016 un guide de la parentalité. En 2020, nous y avons intégré la notion de parents homosexuels. Il nous a semblé important et nécessaire de parler de la parentalité dans toute sa diversité pour donner des informations relatives à la naissance ou à l'accueil de l'enfant à tous les parents. Il semble important de mettre en visibilité les droits, notamment sur les questions du nom de famille, de l'adoption, du parent social. Ce sont des notions qui peuvent aussi bien être utiles pour les parents hétérosexuels que les parents homosexuels. Ce guide a pour objectif d'informer sur les droits sociaux liés au rôle de parent, ainsi que sur la réglementation propre à Orange également, que sur ce qui concerne la parentalité. Il s'adresse vraiment à tout type de parentalité. C'était le souhait qu'on a engagé en 2020, que chacun puisse se retrouver à travers notre guide. On fait régulièrement des conférences. L'année dernière, on avait proposé à l'autre cercle de venir présenter leur guide sur l'invisibilité des femmes lesbiennes, donc le guide Voilate. Cette année, on a fait une conférence sur la parentalité justement LGBT, donc c'était en invitant des spécialistes de la question, en ayant des témoignages de personnes intéressées. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça parle à plus de personnes qu'on imagine. Et encore une fois, on n'a pas pour ambition juste de mettre le doigt sur des personnes concernées. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'égalité homme-femme, les hommes sont concernés. Et ben pour l'égalité LGBT dans les droits, tout le monde est concerné. Et quand on dit concerné, c'est pas juste soi, mais c'est aussi un environnement. Un salarié, il a un mari, il a une femme, il a des frères, des sœurs, des parents, des enfants. Toutes ces questions de la parentalité, finalement, peut aider un environnement. Et je pense que quand on est à l'aise dans son intimité, on est à l'aise dans son travail et on est forcément plus productif. Et elle est là, la question. Je pense que rien n'est jamais gagné, que ce soit pour le droit des femmes, que ce soit pour le droit des personnes étrangères, que ce soit pour le droit, on l'a vu récemment, et que ce soit pour les droits des personnes LGBT, rien n'est jamais garanti totalement et que les retours en arrière sont tout à fait possibles. Donc je pense qu'il faut continuer à œuvrer dans ce sens pour que les choses, pour que ce soit un non-sujet, mais qu'aujourd'hui il reste encore des discriminations sur de nombreux critères en entreprise et il faut toujours être très très vigilant, que ce soit pour les employeurs, que ce soit pour les représentants du personnel, les institutions représentatives du personnel et dans les CSE, faire en sorte que pousser pour des chartes internes, pousser pour des actions d'inclusion, c'est jamais gagné. Et on est toujours, moi je pense que les choses sont jamais garanties d'une manière définitive. Donc il faut toujours être très très vigilant. Les entreprises doivent travailler sur l'inclusion. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'inclusion des femmes, de l'handicap, mais très très peu, on voit très peu sur la communauté, par exemple LGBT. Je suis optimiste et je pense que les sociétés vont évoluer, vont reconnaître peut-être davantage
davantage de familles, davantage de personnes vont aussi travailler beaucoup peut-être sur le genre, sur aussi peut-être les religions, parce qu'on sent que sur certains, moi qui travaille beaucoup avec des gens qui sont sur des chaînes, on voit bien quand même que le contexte est complètement différent de gens qui travaillent dans des bureaux comme nous, qui sommes effectivement peut-être plus protégés des discours sur chaîne homophobes ou racistes. J'en entends tous les jours. Donc moi je veux être optimiste et me dire que voilà, on va vers du bon et ça sera que meilleur. C'était Parentalité LGBT+ et vie professionnelle, un épisode de la série de podcasts LGBT+ au travail, les voies de l'inclusion, proposé par l'Autre Cercle, l'acteur français de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le milieu professionnel. Merci à Sébastien et Alexandre, à Christophe, à Pascal et Marie, les parents qui ont témoigné dans cet épisode. Et merci également à Delphine Boussion de OnePoint et Marie Charon du groupe Orange pour leur éclairage. Interview Pascal Massiot, montage Sébastien Boutin et Pascal Massiot, mixage Sébastien Boutin. À bientôt pour un nouvel épisode de LGBT+ au travail, les voies de l'inclusion.